Bonjour Kevin Minko, vous êtes mentaliste et magicien. Vous êtes double champion de France dans quelle catégorie? Alors effectivement, c'est pour ça qu'il y a un double titre et que c'est un petit peu compliqué. La compétition à laquelle je participe s'appelle WCOPA, World Championships of Performing Arts, ce qui veut dire que c'est une compétition des arts du spectacle, tous mélangés. Et moi, dans mon cas, le titre de champion de France dont on parle correspond à une médaille d'or dans ma catégorie variété, avec un numéro de mentalisme. Et il y avait également à gagner un prix toute catégorie confondue, qui était le grand champion de France, c'est comme ça que s'appelle le titre. Et du fait que j'ai gagné et la médaille d'or dans ma catégorie et ce titre de champion toute catégorie, et ben ça fait de moi le double champion de France 2018. Vous allez représenter la France à Hollywood, du 6 au 16, c'est ça? Exactement. Ouais. Et c'est pour votre numéro de magicien ou des deux catégories? Alors là, je repars avec un numéro un peu plus évolué que ce que j'ai donné au championnat de France. Ça reste un numéro de mentaliste, ça reste un numéro très court puisque le règlement de la compétition impose un numéro d'1 minute seulement. Donc c'est ce qui est très très compliqué dans ce championnat-là. Donc je retourne avec un numéro de mentalisme. Et comment on se sent quand on prépare un tel événement? On se sent particulièrement en dehors de sa zone de confort puisque habituellement quand je fais des concours typiquement parallèlement à ça je suis sélectionné pour représenter la France également au championnat d'Europe de mentalisme, donc au Nostradamus d'or, et là pour ce concours là j'ai 12 minutes et en 12 minutes je peux faire quelque chose de très sympa, donc je suis en pleine possession de mes moyens, c'est ce que je fais de mieux, c'est comme ça que je travaille d'habitude, donc je suis à peu près tranquille. Là pour en revenir à WCOPA, le concours dont on parle, le fait que ça soit une seule minute, une seule et unique minute, c'est très très compliqué pour moi. C'est de manière générale très compliqué pour tous les artistes, mais pour un mentaliste c'est encore plus compliqué puisque le temps est très précieux puisqu'il va me servir, comme vous l'avez vu d'ailleurs, à conditionner les gens, à assurer le fait que l'effet puisse fonctionner. Et du coup quand on compresse à une minute le numéro, on augmente les chances qu'il ne fonctionne pas et donc les chances de perdre le concours. J'espère que vous n'allez pas perdre de toute façon. Si vous deviez nous parler de vous, qu'aurez-vous à nous dire? Oula, la question est assez large. Je vous dirais que je suis un artiste qui vit de sa passion. Je suis effectivement magicien et mentaliste avec deux spécificités. Dans la magie, j'ai une spécificité pour le close-up, la magie rapprochée. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai pas proposé de numéro de magie pendant le concours dont on parle, puisque c'est des numéros qui se font sur scène. Et moi, je ne fais pas de magie de scène, je n'aime pas la magie de scène, si vous voulez que je fasse une confidence. J'aime pas les grands numéros de magie, j'aime pas les grands classiques que sont la femme coupée en deux, la table volante, l'hélicoptère qui apparaît, etc. etc. C'est pas des choses qui me fascine. Je suis plutôt sur une magie close-up par exemple. Une de mes spécialités c'est de faire de la magie avec un paquet de cartes, juste un paquet de cartes, ou avec un smartphone, une tablette, un iPad. Donc c'est vraiment les deux magies que j'aime bien, c'est des magies de proximité. Moi mes tours préférés se font comme on est là à quelques centimètres. Et ma deuxième spécialité c'est le mentalisme, où là inversement, au plus j'ai de monde devant moi, au plus j'ai un grand groupe, au plus ça va fonctionner. C'est des numéros qui marchent plutôt sur scène, avec des gens du public qui participent. Donc voilà la deux descriptions de mes arts qui sont la magie, close-up et le mentalisme. Et vous le faites depuis quand? Vous faites ce métier depuis quand? Alors la pratique en elle-même, ça fait une petite dizaine d'années, ça fera 10 ans en novembre que je pratique, c'est-à-dire que je suis intéressé par la manipulation de cartes, par le mentalisme, et ça a pris forme il y a 3 ans, en juin 2015, où là vraiment c'est devenu une vraie activité professionnelle, et c'est d'ailleurs justement ici que j'ai commencé, c'est pour ça que je tenais à vous recevoir ici, c'est que la première fois que quelqu'un m'a vraiment fait confiance de manière récurrente pour assurer des prestations auprès d'un vrai public, ça a été ici, au XS, et depuis, même 3 ans après, malgré les championnats du monde, malgré plein de choses qui me sont arrivées, je tiens toujours à mes soirées mensuelles au XS. Donc je dirais que ça fait une dizaine d'années que je pratique, 3 ans que ça se fait de manière professionnelle, avec un parcours ensuite que vous connaissez jusqu'à juillet 2018. Quelle est la différence entre un mentaliste et un magicien? C'est une bonne question. C'est une bonne question de donner des différences. Je dirais que le mentalisme est une spécialité de la magie, est un art magique. Dans les arts magiques, on a la magie, comme vous l'entendez, la magie traditionnelle. On a aussi le mentalisme, on a aussi l'hypnose, qui est pourtant pas vraiment une magie, mais c'est considéré comme un art magique. Et on a la ventriloquie, vous savez, les messieurs qui font parler des marionnettes. C'est 4 arts magiques. Donc je dirais que le mentalisme dépend de la Fédération française de magie et des arts magiques. La différence maintenant technique qu'il y a, c'est qu'un
Un magicien aura tendance à manipuler des objets, que ce soit des cartes, des balles, des pièces, des cordes, des tables, etc., etc. Et un mentaliste va plutôt avoir vocation à manipuler, même si c'est pas vraiment le mot, un esprit, une prise de décision, un choix à faire, une prédiction. Et donc on va dire qu'un magicien est plus visuel, il va faire apparaître des choses, disparaître, ça va être quelque chose de très visuel, alors que le mentaliste c'est plus psychologique, c'est plus auditif, c'est plus de l'écoute. Quand vous êtes sur scène, vous faites de la magie ou alors du théâtre? Alors, les deux sont forcément liés, puisque si j'allais sur scène pour ne faire que de la magie ou que du mentalisme, ça n'aurait pas vraiment de valeur scénique, ça serait simplement une performance technique, et on ne pourrait pas donner un spectacle d'1h30 avec ça. Si on enlevait tout l'aspect mise en scène, on pourrait faire que des numéros jusqu'à 10 minutes. Donc il faut y ajouter un petit peu de théâtre, il faut ajouter de la mise en scène, il faut raconter ses tours, il faut amener les spectateurs dans un univers bien particulier, leur faire passer des émotions. Typiquement dans mon spectacle, j'ai des tours qui sont assez marrants, assez détonnants, assez dynamiques, et d'autres qui sont beaucoup plus posés, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus concentrés. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait qu'il faut forcément mélanger théâtre et magie, sinon on ne peut pas donner un vrai spectacle. Tu es mentaliste et magicien. Dans quelle facette te sens-tu le mieux? C'est dur à dire, j'ai pas réussi aujourd'hui à répondre à cette question, sinon probablement que j'aurais fait un choix et que j'aurais orienté vers ma carrière que vers l'un de ces deux arts. J'ai pas répondu à cette question et j'ai pas non plus répondu à la question suivante qui est qu'est-ce que le public préfère. Aujourd'hui tout le monde est très partagé, il y a beaucoup de gens qui préfèrent les tours de cartes, beaucoup de gens qui préfèrent les tours de mentalistes. Moi en ce qui me concerne, je ne saurais pas bien vous répondre. La différence aussi entre mes deux arts, c'est la différence de contact. Typiquement, quand je fais de la magie, donc en close-up, j'ai ce contact avec les gens. Comme quand on s'est rencontrés d'ailleurs, je passe de table en table, comme je le fais ici au XS. Donc j'ai un contact direct avec les gens, je discute avec eux. Donc je trouve que mes tours de magie sont moins impressionnants, moins impactants. Mais par contre, en termes de contact, de retour public, c'est plus plaisant que d'être sur scène. En revanche, quand je suis sur scène, effectivement, je suis un petit peu isolé du public, même si je fais participer les gens. C'est quand même une expérience qui est un peu plus soliste. Le spectacle, mais les numéros de mentaliste amènent les gens plus loin. Je sais que l'impact d'un bon tour de mentalisme est à mon avis supérieur à celui d'un bon tour de magie. Donc c'est difficile de comparer les deux puisque les deux se font pas avec les mêmes gens, avec le même nombre de personnes, la même distance avec les personnes, donc c'est compliqué en tout cas. Il faut faire des études particulières ou alors il y a des centres de formation particuliers pour devenir magicien? Alors, pour devenir magicien, il y a peu, voire pas d'école de magie en France. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la magie, le milieu en tout cas de la magie, est un milieu assez fermé. Donc personne n'a réellement vocation à ouvrir les secrets, à l'apprendre en masse à des gens. Et la deuxième raison, c'est que un bon tour de magie, un bon tour de mentalisme, un bon tour de manière générale, ça ne s'apprend pas. Moi, typiquement, mes meilleurs tours, ceux qui me font vivre, ceux qui font la renommée de mon spectacle, jamais, je dis bien jamais, je les apprendrai à qui que ce soit, et peu importe si c'est monnayé, si c'est échangé contre d'autres choses. Donc c'est ce qui fait que l'apprentissage en magie est compliqué, et c'est ce qui fait aussi le charme de ce métier, parce que si tout le monde ici savait faire des tours de magie, ça serait plus vraiment magique. Si on... Je serais la première à en faire. Je vous le souhaite, mais en tout cas pour en revenir à la réalité, on garde précieusement ces secrets-là, et c'est ce qui fait que ça reste unique et que ça reste surprenant pour les gens. C'est que même si aujourd'hui on voit de plus en plus de magiciens à la télé, ou même dans la rue, dans des événements, etc., ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel, et c'est ça aussi la définition de la magie. Est-ce qu'il suffit de faire des tours de magie pour être un bon magicien? Là, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il y en a tellement maintenant qui se disent magiciens, mais est-ce qu'il suffit juste de faire un tour de magie pour être un bon magicien? Je dirais même que c'est pas l'essentiel. Alors ça, on s'en rend compte après des années de pratique. Moi-même, j'étais convaincu que c'était le cas, que l'affirmation était vraie il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, peu importe la force du tour, bien sûr, si le tour est impressionnant, c'est toujours mieux, mais c'est pas ce qui pèse le plus dans la balance. Je dirais peut-être que l'impact du tour ou le choix du tour pèse entre 10 et 25% de l'impact sur le public. L'autre majorité de ce qui impacte le public, c'est le contact avec les gens, c'est de la manière dont on aborde les gens, dont on leur présente le numéro, les émotions. Tout à l'heure, je parlais d'émotions qu'on fait passer, c'est ça en réalité qui est très fort. Je vais vous faire... je pourrais vous faire 2 tours de suite. Un tour qui est très compliqué techniquement et pour lequel il faut être un très bon magicien parce qu'il faut de l'expérience, de la technique qui soit travaillée et répétée. Et juste après ça, vous faire un tour très basique, quasiment automatique. Pour vous, en termes d'impact, il n'y aura pas vraiment de différence. Les deux seront impressionnants. Par contre, s'il y en a un des deux que j'apporte avec plus de sympathie, plus de suspense, plus d'émotion, plus de joie, de rire, de peur ou autre, forcément, ça sera plus marquant pour vous et c'est ça la magie. Quels sont
quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier, que ce soit en tant que mentaliste ou alors en tant que magicien? Alors, il n'y a pas vraiment. Enfin, il n'y a pas vraiment. Bien sûr qu'il y a des difficultés, elles sont quand même mineures. C'est quand même un métier qui est formidable. C'est un métier qui découle d'une passion. Dans la plupart des cas, personne ne devient magicien par obligation, personne ne devient magicien par contrainte. Donc, de base, quand on fait quelque chose qu'on aime, forcément, les difficultés sont forcément moindres. Aujourd'hui, je dirais que la principale difficulté pour ce qui est de la magie en close-up, en table à table, et c'est le cas quand je suis ici, c'est que systématiquement on vient réaborder les gens à chaque table, à chaque groupe dans un cocktail. Et souvent les gens pensent qu'un magicien close-up, un magicien qui passe à la rencontre des gens, c'est un petit magicien et que les grands magiciens sont sur scène. En revanche, on est quasiment tous d'accord là-dessus, c'est que le close-up c'est beaucoup plus difficile parce que le close-up c'est un petit spectacle à chaque table, un petit spectacle à chaque groupe pendant un cocktail. Et du coup, moi quand je fais des soirées où il y a 200, 300 invités, je vais quasi faire 50 ou 60 interventions de suite où je vais réaborder les gens, leur couper la parole, puisque forcément les gens ne sont pas là à vous attendre, hein, ils sont en train de discuter. Donc c'est la partie un petit peu difficile au départ dans ce métier, c'est qu'il faut savoir avoir confiance en ce qu'on fait, mettre le pied dans la porte entre guillemets et pouvoir proposer aux gens ce qu'on fait de mieux pour leur laisser un super souvenir. Mais en dehors de ça, je pense pas, hormis le travail qu'il faut pour en arriver là, qu'il y ait de difficultés vraiment une fois que le boulot est fait. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de prester et après d'avoir des gens qui sont sceptiques par rapport à vos tours de magie. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Alors, moi, c'est un bon exemple, je ne sais pas si vous le dites par hasard ou si c'était pour mettre le doigt dessus, mais systématiquement, à chaque spectacle, toutes les dates que j'ai fait, toutes les dates que je ferai, après le spectacle, je pars en loge, me mettre un coup, changer de chemise, etc., etc. Je reviens dans le public discuter avec les gens. Il y a plein de photos comme ça, on voit des photos de moi sur Internet où je suis assis sur la scène et on a les gens du public qui sont venus à ma rencontre pour discuter. Bien sûr qu'ils sont sceptiques et c'est normal. S'ils partaient du spectacle en se disant c'est bon, j'ai tout vu, tout compris, ils n'auraient pas passé un bon moment, donc c'est normal qu'ils se posent des questions. C'est normal de pouvoir y répondre. Alors je ne dis pas qu'il faut expliquer les tours, je ne dis pas qu'il faut dire voilà en fait ce qui s'est passé réellement, mais il faut répondre à leurs questions. Les gens ont des questions, ils veulent savoir, comme vous me l'avez bien montré, veulent savoir comment est-ce qu'on apprend la magie, depuis quand je fais de la magie, pourquoi est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne avec tout le monde. Beaucoup de questions auxquelles si on ne répond pas, on crée de la frustration chez le spectateur. Et c'est exactement l'inverse que ce qu'on veut créer, on veut donner de l'émotion, pas de la frustration, enfin, du moins de l'émotion positive. Donc du coup, il faut systématiquement discuter avec les gens, il faut parler aux gens, il faut répondre à leurs questions. Et c'est la seule façon d'évoluer, puisque si au fil du temps j'avais pas eu ce retour du spectateur, mon spectacle n'aurait jamais évolué, mes tours n'auraient jamais évolué, et j'aurais tout simplement le même niveau technique et émotionnel qu'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Quel est votre meilleur souvenir depuis le début de votre carrière? Quel est votre meilleur souvenir? Et quelle est la plus grande scène sur laquelle vous avez déjà presté? Alors, le meilleur souvenir, ça serait très compliqué. Artistiquement, émotionnellement, je fais aussi beaucoup. Alors, c'est moins mis en avant puisque c'est pas sujet à en faire des tonnes entre guillemets, mais je fais beaucoup de caritatifs, beaucoup d'associations. Je fais beaucoup de très gros spectacles pour lesquels je reverse 1 à 2 fois par an la totalité des bénéfices, enfin du moins de la cagnotte pour des associations. Typiquement l'année dernière en janvier j'avais fait un spectacle au théâtre en Sassenage pour la Ligue contre le cancer où en une soirée on avait réussi à faire encaisser à la Ligue contre le cancer 4 500 € de dons pour la recherche. Donc ça c'est des super souvenirs. Aujourd'hui j'ai une de ces associations là qui m'a fait confiance puisqu'ils m'ont élu parrain, c'est la Maison des Parents de Grenoble, la Fondation Ronald McDonald de Grenoble, qui m'a proposé d'être leur parrain. Et donc là effectivement on sait que ce qu'on produit comme émotion et ce qu'on donne comme travail, au-delà de générer des grandes dates, des spectacles, des interviews, des articles de presse, etc., ça génère du bonheur à des gens qui en ont besoin. Et je trouve que c'est ça aussi la magie, et c'est ça l'objectif d'un artiste, c'est de donner de l'émotion à ceux qui en ont soit besoin, soit envie. Et pour la plus grosse scène que j'ai faite, alors je parle à titre solo, puisque j'ai fait des très grandes scènes mais sur des festivals ou sur des spectacles avec d'autres artistes, mais en termes de programmation de mon spectacle, aujourd'hui la plus grosse scène que j'ai faite c'est le Palais des Sports. Y a-t-il un magicien ou un mentaliste qui vous fait rêver, vous vous dites je veux avoir le même parcours que lui? Alors, il y a beaucoup d'artistes, rêver c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas qui m'inspirent sur certaines parties de leur boulot. Typiquement quand j'ai commencé la magie, c'est grâce à un artiste français qui aujourd'hui vit à Las Vegas, qui s'appelle Stéphane Vanel, qui est un manipulateur de cartes, un magicien spécialisé dans la manipulation de cartes de close-up. Et lui effectivement quand j'ai vu sa vidéo il y a 8 ans,
Je me suis dit, je sais pas comment il fait, je sais pas combien de temps ça prend, je sais pas si c'est faisable, mais j'aimerais un jour avoir le même niveau que lui. Alors, sans prétention aucune, je dirais pas que j'ai le même niveau que lui aujourd'hui, en tout cas, je m'en approche sur certains points. Donc du coup, techniquement, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, psychologiquement aussi, puisque c'est un magicien qui est assez, qui est assez neutre. Il porte pas de chapeau, il porte pas de veste, il porte pas de chemise, il porte pas de manches, il utilise des cartes tout à fait basiques, il utilise très peu d'artifices, très peu d'objets qui se rajoutent aux cartes, simplement un paquet de cartes, 2 mains, 10 doigts, et il arrive à faire une magie qui est vraiment surprenante. Donc techniquement, il fait partie des gens qui m'ont inspiré. Et en termes de réussite, donc ça c'était pour la partie magie, et pour la partie mentalisme, il y a un Français également, qui s'appelle Frédéric Da Silva, qui est originaire de Rouen, donc entre Saint-Etienne et Lyon, qui a gravi les échelons de sa carrière, qui a monté son spectacle, qui a bien fonctionné, et aujourd'hui il est propriétaire gérant d'un théâtre à Las Vegas qui s'appelle le Belize, et il produit son propre spectacle dans son théâtre à Las Vegas où il fait carrière et où ça a l'air a priori de très bien fonctionner pour lui. Donc même si c'est pas mon objectif de carrière, je trouve qu'en termes d'échelle de la réussite, Frédéric Da Silva est allé au bout de ce qu'il voulait faire et au bout de ce que beaucoup de gens aimeraient faire de leur vie artistique. Si moi j'ai envie de devenir mentaliste ou magicienne, est-ce que je peux venir vers vous, me faire former par exemple? Alors, si vous êtes néophyte, c'est-à-dire si vous êtes purement débutante et que vous voulez acquérir un niveau débutant en magie, oui, vous pouvez venir vers moi, je donne des cours particuliers, j'ai une école de magie qui s'appelle la Magie Academy, qui se trouve au Château de Sassenage. Vous pouvez apprendre les bases de la magie, c'est plus une initiation qu'une formation. Ensuite, si vous êtes professionnel semi-pro et que vous souhaitez faire appel à moi sur des détails bien précis pour évoluer techniquement ou scéniquement, oui, je peux vous aider. Mais par contre, dans cet intervalle-là, je ne peux pas partir d'un débutant pour en faire un professionnel pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup trop de boulot et qu'il faut une carrière entière pour devenir magicienne, donc c'est compliqué de la dédier à quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, ce que je fais de mieux, je ne l'apprendrai à personne. Donc je pourrais pas vous mentir en vous disant oui, je vais faire toi un magicien si je ne peux pas t'apprendre ce que je sais de mieux. Donc on va dire que pour une initiation, pour un perfectionnement, oui, mais pour partir de A et arriver à un point Z de carrière ou de magicien, je ne le fais pas et personne ne le fera pour vous. Entre guillemets. Il faut garder ses secrets, faut pas les... Exactement, on est bien d'accord là-dessus. Et au même titre, okay. Je fais le parallèle avec là ça paraît assez flou puisque c'est artistique, c'est magique, mais si je ramène ça tout simplement à une entreprise, à une stratégie d'entreprise, allez voir n'importe quel chef d'entreprise en lui disant j'aimerais bien que tu m'expliques tous tes secrets de réussite, tous tes secrets, toutes les idées que tu as eues, tout le monde vous mettra à la porte en disant voilà, donc c'est un petit peu le même système. Ah, ok. Et pendant le concours que vous allez... sur lequel vous allez participer. Si on veut vous soutenir ou alors, je sais pas, parfois, je sais pas si ça se passe comme ça, on demande aux gens de voter, comment on fait? Vous avez un site internet, vous avez... Alors, pour ce qui est du soutien, de manière générale, vous pouvez me suivre. Alors, sur mon site internet, il y a un petit peu d'infos, mais surtout sur ma page Facebook, c'est là que je vais mettre le plus de choses à jour. Pour ce qui est de me soutenir vraiment dans le concours, heureusement, et j'en suis très content, sinon je n'aurais pas participé à ce concours, c'est pas un concours dans lequel on demande l'avis du public. Ça se fait de plus en plus, de plus en plus de concours où on demande aux gens de voter. Or, là pour WCOPA, donc le World Championships of Performing Arts, ce sont des professionnels et uniquement des professionnels qui jugent. C'est-à-dire qu'il y aura un jury de professionnels américains de tous les milieux du spectacle qui vont juger et c'est uniquement eux qui décideront de qui sont les champions par catégorie et le grand champion. Donc malheureusement ou heureusement en tout cas pour l'intérêt du concours, personne d'autre que les professionnels sélectionnés pour ça ne pourront juger de qui faire gagner ou de qui soutenir pendant ce concours. Ça c'est bien, ça peut être positif aussi. Ça donne de la valeur au concours puisque si demain, alors sans prétention aucune, il y a très peu de chances que ça arrive, mais si demain je reviens avec un titre de champion du monde de Hollywood, ce titre de championnat du monde il aura été décidé par des professionnels du spectacle que je ne connais pas, qui ont un regard neutre et qui ont élu ma prestation comme une prestation susceptible d'avoir une valeur de champion du monde. Si ça avait été fait par des votes du public, par des amis, par des clients, par de la famille, etc., la valeur en serait un peu moindre pour moi en tout cas. Si vous aviez un conseil à donner à tous ces jeunes-là qui veulent devenir mentalistes ou magiciens, ce serait lequel ? Ça serait de moins se concentrer sur la magie en elle-même. Moi, j'ai fréquenté à l'époque beaucoup de clubs de magie, des clubs qui ont cette vocation-là, de faire d'un amateur un professionnel. Et malheureusement, alors c'est que mon avis, mais vous me le demandez donc je vous le donne, mais il faut un peu moins se concentrer sur la magie, il faut se concentrer sur tout ce qu'il y a autour d'un artiste. Un artiste, c'est pas juste quelqu'un qui est très très fort techniquement et qui fait un super tour. C'est quelqu'un, encore une fois, qui va avoir une prestation artistique complète. Et au-delà de la prestation artistique, il y a quand même la gestion de cette vie artistique.
Moi aujourd'hui, faire des tours de magie ou m'entraîner à faire des tours de magie, ça représente entre 10 et 15% de mon temps. Le reste du temps, je réponds à des demandes, j'organise des événements, je fais de la comptabilité, de la facturation, enfin bref, j'ai une gestion globale de la vie d'artiste qui est haute de se concentrer sur mes tours. Donc il faut prendre un petit peu de recul sur son activité et se dire, il y a un moment où il faut arrêter d'évoluer techniquement. On peut devenir plus fort techniquement, mais c'est pas ce qui va faire la différence. Il faut bosser sur tout ce qu'il y a autour d'un artiste. La spirale qui fait qu'on a parfois l'impression de s'éloigner du but premier, mais tout ce qui gravite autour est très important. Avoir un site internet, gérer sa communication, répondre favorablement à des demandes, avoir des offres et des services adaptés. Si on veut être magicien d'entreprise, il faut imaginer des formules et des prestations qui sont adaptées à l'entreprise. Si on veut devenir un magicien de mariage, de scène, faire des spectacles publics, tout ça, il faut réfléchir globalement. Ne pas se concentrer que sur son paquet de cartes ou son dictionnaire. Quel est votre vœu ou alors quel est votre souhait par rapport à votre carrière, ce dont vous rêvez, quoi? Et l'objectif à court terme là, sur lequel je passe beaucoup de temps, c'est ce concours-là. Il y a 1500 candidats, 62 pays représentés, donc c'est un très très gros concours. J'y vais de toute façon pour gagner une médaille. Je dis pas que j'y vais pour forcément avoir la médaille d'or. Vous êtes le seul à représenter la France dans ce concours? Au jour d'aujourd'hui, on est 17 si je dis pas de bêtises. On partira peut-être à 17, peut-être à moins, puisqu'il y a beaucoup d'organisations, il y a le sponsoring, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. En tout cas, il y en a qui vont pour l'expérience, il y en a qui vont pour rencontrer des producteurs sur place, pour se faire des amis dans le monde entier. Moi j'y vais, c'est une ambition qui n'est pas cachée, hein. J'y vais pour gagner, j'y vais pour avoir une médaille, alors ça sera hors. Je vous le souhaite. Je vous en remercie. Donc l'objectif en tout cas sur les 3 prochains mois et pour ma carrière, c'est de remporter une médaille au championnat du monde. Après, je ne saurais pas vous dire à moyen terme ce que je ferai au retour des championnats du monde. C'est aussi un événement qui peut me faire prendre des virages dans ma carrière en fonction du résultat. Donc je suis incapable de vous dire d'autre chose que ce qui me préoccupe le plus en ce moment, c'est réussir ma prestation au concours. Et si ma prestation est réussie, arriver à décrocher une des médailles. Vous avez dit tout à l'heure que vous organisez des spectacles. Oui. Vous les organisez sur Grenoble ou... Alors généralement quand c'est moi qui organise, c'est sur Grenoble, puisque j'organise avec des établissements ou des lieux qui me tiennent à cœur. Après le reste du temps, j'ai ma programmation à moi, où c'est d'autres organisateurs qui produisent mon spectacle. J'étais par exemple, on est mercredi, j'étais lundi soir à Chambéry, j'étais la semaine dernière à Paris, etc. Donc je vais aller produire mes événements ou mes spectacles un peu partout, mais c'est organisé par un organisateur, un programmateur, etc. Donc partout en France et partout en Suisse on peut me voir, mes dates sont sur internet, on peut se renseigner et venir me rencontrer avec grand plaisir. Alors le tour que j'ai choisi de vous faire aujourd'hui, c'est un tour que j'aime bien puisque c'est un mélange de magie et de mentalisme. Je suis venu avec un paquet de cartes qui est encore dans l'étui et j'aimerais que... Alors bien sûr tu nous confirmes qu'on n'a rien préparé ensemble, que tu ne savais pas ce que j'allais te demander, etc. Rien du tout. Rien du tout. Et pourtant, à l'intérieur de ce paquet, j'ai préparé quelque chose avant de venir. Est-ce que tu pourrais, dans ta tête, penser à une carte? N'importe quelle carte, mais pas une carte trop facile, pas une dame de cœur, un as de pique, un 7 de cœur, tout le monde les choisit. Une carte vraiment quelconque à laquelle moi, j'aurais pas pu penser. Est-ce que tu as cette carte en tête? Très bien. Est-ce que tu pourrais dire à voix haute à la caméra à quelle carte tu penses, s'il te plaît? 9. 9 de 2 cœurs. 9 de cœur. Eh bien, vous allez certainement pas me croire. Mais à l'intérieur de ce paquet, aussi incroyable que ça puisse paraître, et si je l'ouvre, on se rend compte d'un petit détail, c'est qu'on a bel et bien un 9 de cœur. Alors jusque là tu vas me dire que c'est pas vraiment magique, puisqu'il y a un 9 de cœur dans tous les paquets, mais ce qui est vraiment magique, c'est quand on retourne le paquet. Là on se rend compte d'un petit détail, ce petit détail c'est qu'on a une carte bleue, une seule carte bleue, c'est vraiment la seule carte bleue de tout le paquet, et si on la retourne, il y a très grande chance qu'on puisse retrouver le 9 de cœur. Alors, on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Je me sens un petit peu perplexe. On va le refaire une seconde fois, mais cette fois-ci, on va le faire différemment. Je vais retourner le 9 de cœur que je pose ici, sous un verre, et je vais te demander de choisir une autre carte, mais pour pas qu'on pense qu'on puisse être complice, tu vas couper le paquet en deux pour choisir cette carte. Je te laisse faire. Tu coupes le paquet que tu poses sur cette table. Super, très bien. Merci beaucoup. Alors, on est d'accord que la première carte, elle sort de tête, alors peut-être que j'ai pu t'influencer à faire ces choix, ou peut-être que tout le monde choisit le 9 de cœur. En revanche, là, tu viens de couper le paquet pour choisir une deuxième carte. Alors, je te montre la carte que tu as choisie, ne me dites rien, je ne veux pas la voir. Ça, ce sera ta deuxième carte. Tu l'as vu? Ok. Et normalement, si vraiment, encore une fois, c'est magique, en claquant des doigts, je devrais avoir une carte bleue. Une seule et unique carte bleue. Ça devrait vraiment être la seule carte bleue. Mais il n'y en a pas. Si vraiment c'est la seule carte bleue, ça voudrait dire qu'elle serait ici, sous le verre. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, retourner cette carte?
et la montrer à la caméra. Merci beaucoup. J'ai rien compris, je comprends pas comment vous faites. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de vous être prêté au jeu, d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview très prochainement. Gardez la forme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview très prochainement. Gardez la forme. T'as pas de date en tête qui t'est venue là, David? On se voit un jour peut-être.